Donc, je vais vous présenter maintenant notre conférencier. Donc, en ces temps de couronnement royal, je n'aurai pas l'audace de reprendre le refrain d'un célèbre chant de marin, quelque peu insolent à l'égard du roi d'Angleterre. Vous avez peut-être reconnu au 31 du mois d'août. Cette gaillarde chanson du gaillard d'avant. Non, je vais faire beaucoup mieux. Je vais en effet vous présenter Monsieur Antoine Dossmann, titulaire d'un Master 2 de recherche en histoire maritime et d'un Master 2 professionnel patrimoine. Antoine Dossmann est le responsable de la production culturelle et pédagogique de l'association Hermione ou Hermione Lafayette. Donc cette association de réputation internationale a davantage de suite dans les idées que l'ondoyante héroïne de Racine, mais tout autant de passion pour aboutir à ses fins. Lorsque j'ai enseigné à Rochefort, c'était dans un autre siècle, la corderie royale était en ruine. Elle a été depuis magnifiquement restaurée. Et pourquoi ne pas, dans son sillage, faire revivre l'ancien chantier naval de l'arsenal maritime? Ce fut la mission de l'association Hermione depuis 1992. Ces pionniers auraient pu s'écrier comme Oreste « J'aime ». Je viens chercher Hermione en ces lieux, la fléchir, l'enlever ou mourir à ses yeux. Et c'est en 2015 que, sous la direction du commandant Yann Cariou de Plogoff, la frégate a traversé l'Atlantique, manœuvrée par ses gabiers grimpant dans les haubans et les huniers pour atteindre les rivages de la République américaine sur les traces de Lafayette. C'est ce que va nous retracer maintenant Monsieur Antoine Dossmann, avec le talent et la passion qui animent l'équipage de l'Hermione. Hardy les gars, vire au guindeau, goodbye Farewell, goodbye Rochefort. Donc l'objet de la conférence d'aujourd'hui est de vous présenter l'Hermione comme navire bien sûr et surtout comme un lieu de vie aujourd'hui et au XVIIIe siècle. Alors en plus j'interviens à double titre je dirais puisque je n'ai pas le vécu du XVIIIe siècle étant un petit peu jeune pour cela. Le commandant Cariou non plus, je tiens à le préciser. On dit que c'est le commandant historique de l'Hermione mais c'est le premier commandant de la réplique. Là, c'est à partir de sources et de documentation qu'on peut vous parler de la vie du XVIIIe siècle. Et moi, je peux vous parler aussi de la vie du XXIe siècle, car je suis gabier sur l'Hermione depuis 2016. Alors, vous allez me dire, gabier, c'est intéressant. Souvent, on m'interpelle, quel est ce terme? Le gabier est aujourd'hui gabière, désigne aussi bien le matelot qui manœuvre depuis le pont jusque dans la mâture. Donc aujourd'hui, nous sommes une soixantaine de gabiers et gabières embarqués à bord de l'Hermione, encadrés par une grosse quinzaine de marins professionnels, dont le commandant Cariou. J'insiste bien sur le fait que c'est hommes et femmes. On a bien renoncé à certaines superstitions maritimes voulant que les femmes portaient malheur à bord d'un navire. Donc là, je vais bien me prémunir de ce genre de choses, compte tenu de l'Assemblée. Et du fait qu'en plus, étant filmé, j'aurai le droit à me faire taper sur les doigts en rentrant à Rochefort. Donc, déjà, je suis très content et puis assez impressionné de voir autant de monde réuni pour découvrir, écouter cette conférence. Ce que je vous propose, étant d'un naturel assez bavard, contrairement à mon tempérament normand, je vous propose de passer une bonne heure et demie, alors ce qui est déjà difficile pour moi, ça va me restreindre au final, sur l'Hermione et la vie à son bord, pour vous laisser au moins 20 minutes de questions sur le sujet, si cela vous convient. Oui, bon, mais écoutez, c'est parfait. Donc, l'idée, alors, bien sûr, il y a un petit problème de mon côté.
Voilà. Alors oui, je suis plus calé dans le XVIIIe siècle que dans le XXIe siècle. C'est un souci. Voilà. Parfait. Donc l'Hermione, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, à quai, à Rochefort ou en escale, voire mieux même en mer. Pour moi, il me paraissait important de vous faire quand même un petit récapitulatif en guise d'introduction sur l'histoire et bien sûr l'histoire de la première Hermione et de sa reconstruction. Donc là, c'est le genre d'image que l'on aime beaucoup avoir, hein, l'Hermione, toutes ses voiles dehors. Alors l'histoire, elle va commencer plutôt à l'arsenal de Rochefort. Donc monsieur le disait, hein, c'est en 1992 que l'association Hermione Lafayette est fondée dans le sillage de la reconstruction de la Corderie royale. C'est une poignée de fous. On aime bien présenter cette légende, hein, mais qui tient plus quand même de la légende qu'autre chose. Qu'après une soirée peut-être un peu arrosée, certains des fondateurs de l'association et de la Corderie royale se sont arrêtés devant la double forme Louis XV et se seraient dit mais nous avons déjà reconstruit la Corderie avec le Centre international de la mer. Et il s'agit maintenant de poursuivre cette reconquête de l'arsenal maritime de Rochefort et pourquoi pas y construire un bateau. Et puis pas n'importe lequel, il s'agirait de reconstruire l'Hermione. Pourquoi l'Hermione parmi 550 navires de guerre construits dans l'arsenal de Rochefort de sa fondation en 1664 jusqu'à sa fermeture en 1927. 550 navires de guerre. Du vaisseau de ligne, en passant au premier sous-marin expérimental qui était le plongeur, qui a largement inspiré Jules Verne. On va y retrouver le Sphinx et le Météore, des navires à vapeur, des navires mixtes, dont l'un a ramené l'obélisque qui siège aujourd'hui place de la Concorde. Ils l'ont ramené depuis Luxor. Vous avez d'autres navires célèbres, la Méduse également, qui avant d'être un radeau était une frégate. Bon, vous comprendrez aisément pourquoi le choix ne s'est pas porté sur la Méduse. Donc, l'Hermione. Donc pour l'Hermione, il faut vous parler de Rochefort, qui est aujourd'hui un arsenal fermé hein, depuis 1927. Fermé, ça ne veut pas dire pour autant qu'il a été déserté. Et l'idée a bien été dans les années 1970-1980, sous l'égide de la municipalité de Rochefort, de relancer, de faire revivre cette ville. Imaginez bien que vous aviez 5 arsenaux au début du XXe siècle. Dans l'ordre, dans un pays béni des dieux, où il fait beau plusieurs fois par jour, vous avez sur la pointe du Cotentin Cherbourg. Maintenant, vous savez où je suis né. Vous avez ensuite Brest, deuxième arsenal. Lorient, ou plus exactement Port-Louis, fermé aujourd'hui. Rochefort pour le golfe de Gascogne. Et enfin, sur la Méditerranée, Toulon. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus que 3 arsenaux, hein, Cherbourg, Brest et Toulon. Ce qu'il faut imaginer, c'est que ces 5 villes arsenal avaient à peu près la même population au début du XXe siècle. On oscille entre 35 000 et 50 000 habitants. Cherbourg garde toujours la même population aujourd'hui, hein, puisque vous savez, c'est le tempérament normand, violemment tempéré, hein, c'est la même population. La population de Brest avec l'agglomération, plus de 300 000 habitants. Lorient, 150 000. Toulon, la population a explosé également. Reste Rochefort, qui, elle, atteint péniblement les 24 000 habitants aujourd'hui. Pour la ville seule, j'entends. Donc, lorsque l'arsenal a fermé, ça a été un choc terrible pour la ville. Choc économique, démographique. L'idée a été donc, dans les années 70-80, de revitaliser cette ville, en passant par son cœur, c'est-à-dire l'arsenal maritime. Alors pour ce faire, de nombreux travaux ont été engagés. Ce qu'il vous faut imaginer, c'est que le site est une véritable friche industrielle. Hein. Même la Corderie, monsieur le disait à juste titre, hein, était détruite. Vous aviez les murs qui tenaient debout, mais des arbres qui poussaient à l'intérieur. Donc ce magnifique bâtiment que Emmanuel de Fontaigneux, directeur du Centre international de la mer, appelle le premier navire de Rochefort, sauf que c'est un navire de pierre, puisqu'il est posé sur un radier, va être reconstruit dans les années 80. S'en suivra un grand réaménagement paysager et touristique et culturel du site.
Et c'est bien dans cette foulée, en fait, que l'Hermione va être construite. Donc je vous disais, on en revient à notre question, pourquoi l'Hermione? Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que en cette fin des années 80, vous avez le grand concours des navires du patrimoine qui est lancé notamment sous l'égide du Chasse-Marée avec les fêtes maritimes de Douarnenez. Le challenge pour l'association Hermione, ça va être de reconstruire un navire, mais qui est d'une taille telle qu'il n'a, excusez-moi, je m'embrouille, qui sera le plus grand navire navigant, la plus grande réplique historique jamais reconstruite. J'insiste sur le fait que c'est une association qui porte ça, et c'est toujours une association aujourd'hui qui est en charge de réparer, à l'heure actuelle, de faire naviguer ce navire. Donc le choix se porte sur l'Hermione pour deux raisons. Premièrement, on ne va pas choisir un vaisseau de ligne d'un point de vue technique. Les vaisseaux de ligne sont des grands navires de guerre à 3 ponts de canon. Là, on est sur des dimensions assez hors normes, puisqu'on atteint plus de 60 mètres de coque, 110 canons pour les plus grands. Le choix va plutôt se porter sur une frégate. La frégate, c'est un navire de taille moyenne, dirons-nous, rapide et manœuvrant, et d'une taille relativement raisonnable pour l'époque. Maintenant, le choix de la frégate Hermione tient au fait que on peut faire un peu de cocorico. Ceux qui construisent les meilleurs navires, et en particulier les meilleures frégates à l'époque, ce ne sont pas... Excusez-moi, j'allais me rattraper parce que j'allais parler de la perfide Albion. Donc ce ne sont pas les Anglais, mais bien les Français. Tant et si bien que les Anglais capturent les navires français, nous en faisons de même avec les leurs, quand nous le pouvons. Ils capturent les navires français, les réutilisent, élèvent des plans pour reconstruire des navires selon le modèle. Ce qui nous a permis de retrouver les plans de la sœur de l'Hermione, la Concorde. L'Hermione fait partie d'une série de 4 frégates. On dit série avec beaucoup de guillemets, on n'est pas encore à l'ère industrielle, mais plutôt dans une ère pré-industrielle. Donc les plans ont été levés et nous avons donc pu retrouver ces plans à Greenwich, au Musée national de la Marine à Londres. Donc de 92 à 97, l'association s'est attachée à retrouver les plans, lever des fonds, convaincre et trouver des partenaires économiques et financiers. Ce qui nous amène au choix de l'Hermione en elle-même. L'Hermione, elle a un passé, une histoire particulière, puisque c'est la frégate qui amènera le marquis de Lafayette, un jeune marquis de Lafayette, aux États-Unis en 1780. Vous allez me dire que je vais un peu vite en besogne, et rassurez-vous, je reviens sur cette partie historique. Donc imaginez qu'en 1778, le royaume de France est en guerre. Je vous laisse deviner contre qui. Voilà, nos meilleurs ennemis, ça reste bien sûr les Anglais. Je dis bien Anglais et non pas Britanniques. Donc, les Anglais. Je suis navré pour les accès d'anglophobie, mais en fait, c'est un critère de recrutement pour être gabier. Donc, l'Hermione fait partie en fait du gros effort entrepris par la marine de Louis XVI pour fournir une flotte capable de battre et défier la Royal Navy. 1778, le roi de France, Louis XVI, décide d'entrer en guerre contre la couronne du roi George et pour soutenir les colonies américaines en rébellion contre la métropole anglaise. Je pense que j'enfonce une porte ouverte, mais si la monarchie absolue du roi de France vient soutenir la jeune République américaine, ce n'est pas par pure philanthropie. Il a bien compris qu'il s'agit d'une revanche. Une revanche, l'idée étant de rendre la monnaie de leur pièce aux Britanniques, étant entendu que le Canada a été perdu durant la guerre de 7 ans, et que là, il s'agit de rendre la monnaie de leur pièce aux Britanniques. Donc, partant de ce principe, les arsenaux de France vont tourner à plein régime. Il faut imaginer que vous avez une 50aine de navires qui vont être construits à Rochefort seuls. Mais à côté de ça, vous avez encore Brest, et vous avez également Toulon, qui fournissent des navires. Donc l'Hermione, ordre est donné de la mettre sur cale, donc c'est-à-dire de lancer la construction au mois de décembre 1778.
Elle sera armée et prête à partir de Rochefort au mois de mai 1779. Ce qui vous fait à peu près 6 mois pour construire, armer un navire de 66 mètres de long qui va déplacer 1100 tonnes d'une largeur de à peu près 11 mètres, 50 au mètre beau. Et la hauteur, moi j'aime bien parler de la hauteur, hein, puisque le grand mât, vous voyez ici, va culminer à 49 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Il vous faut imaginer que pour construire un navire comme l'Hermione, vous allez avoir besoin d'à peu près 2000 chaînes. Quand je vous dis chaînes, il s'agit bien de l'arbre. Hein. Tout n'est pas utilisé à l'époque. Hein. D'ailleurs, on estime que seul 60% de l'arbre est utilisé pour la construction du navire. 2000 chaînes. À cela, vous rajoutez des centaines de pins qui vont être utilisés principalement pour le pont et la mâture, plus de nombreuses autres pièces de bois, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais tout ça fait que vous avez un puzzle de 400 000 pièces de bois. À cela, vous allez rajouter 26 km de cordage à bord, réalisé en chanvre. Et bien sûr, vous allez retrouver 32 canons. Alors ça, c'est l'ordonnance qu'elle aura lorsqu'elle partira de Rochefort en 1779. Plus, bien sûr, l'équipage. Hein, il vous faudra 300 hommes, j'insiste, 300 hommes, pour manier ce navire de guerre. Donc, il est un navire extrêmement performant pour son époque. Est-ce que jusqu'ici, cela vous convient? Au niveau du volume, c'est bon. Donc, je vous l'ai dit, hein, la mission, pourquoi est-ce que l'Hermione va être connue, hein, c'est essentiellement pour le message de paix, de liberté que le marquis de Lafayette viendra délivrer au général George Washington à Boston. Donc avant Lafayette, hein, l'Hermione sera confiée pour ses essais en mer à un certain Latouche, que vous voyez ici en bas, en dessous du marquis de Lafayette. Alors Latouche est un jeune lieutenant de vaisseau qui bénéficie d'un certain appui puisque son père est directeur du port de Rochefort. Donc il partira quand même avec un équipage bien garni, notamment en gabier. Et lors des 6 mois d'essai en mer de l'Hermione, il va capturer, brûler 6 navires anglais, dont 3 corsaires. Donc vous voyez que Latouche est déjà un personnage assez bouillant. Il sera d'ailleurs le seul marin regretté par Napoléon. Oui, Napoléon n'aimait pas beaucoup les marins. Il sera le seul marin regretté par Napoléon. Napoléon aurait même dit à Lacasse que s'il avait eu Latouche à Trafalgar, le cours de la guerre navale aurait été changé. Avec des si, on mettrait Lutèce en amphore, mais en l'occurrence, Latouche est mort à bord du Bucentaure quelques mois avant Trafalgar. Il est mort d'épuisement. Et juste une petite parenthèse très importante, enfin pour moi importante. Latouche est quand même, qui deviendra plus tard Latouche Tréville, est le seul amiral à avoir défait Nelson sur mer. Vous savez, l'infâme borgne. Il le défait pas n'importe où puisqu'il le défait à Boulogne, dans le jardin de la Royal Navy. Donc sachez voilà, que ce n'est pas anodin. Donc suite à ces glorieux essais, l'Hermione va se voir confier la mission d'amener le marquis de Lafayette aux États-Unis. Ça peut paraître assez trivial comme cela, mais c'est bien plus complexe. Première chose, le marquis doit arriver incognito. Il ne faut surtout pas que les Britanniques puissent se saisir du navire et du marquis. Il n'y a pas que le marquis qui est important, vous avez aussi un coffre scellé dans lequel vous allez retrouver les ordres et le plan de débarquement, entre guillemets, des troupes françaises aux États-Unis. Bien sûr, si le Royaume de France veut soutenir les troupes continentales, il importe que vous puissiez débarquer du matériel pour équiper ces troupes, plus
les troupes françaises. Imaginez, c'est aussi bien des uniformes, des canons, que des fusils, que des chevaux également. Donc on estime, le corps expéditionnaire français, vous avez 2 corps expéditionnaires qui vont se rejoindre, l'un de 8 000 hommes et l'autre de 7 000 hommes. Vous avez besoin d'une 50aine de navires pour les transporter, mais bien sûr, il vous faut des navires pour les escorter. Donc ce ne sera pas la mission de l'Hermione, puisqu'elle va réussir à traverser l'Atlantique en à peu près 38 jours et à toucher Boston sans avoir été interceptée par une seule voile anglaise. Toutefois, Latouche Tréville aura l'occasion de se rattraper, puisqu'il va déjà passer 2 à 3 mois seul le long des côtes américaines, avant d'être rejoint par le gros de la flotte française au mois de juin 1780. Donc il aura l'occasion de se distinguer à plusieurs reprises. Ici, vous avez, alors, ce tableau-ci et cette représentation-là sont les 2 représentations graphiques que l'on ait de l'Hermione à l'époque. Donc ici, on est en plein milieu de la bataille de Louisbourg, de laquelle 2 frégates françaises participent, à savoir l'Hermione et l'Astrée. L'Astrée qui est commandée par un certain Lapérouse. Les deux sont amis. Les deux se connaissent et décident de s'attaquer à un convoi anglais gardé par 6 navires de guerre anglais. Le convoi anglais réussit à s'échapper, mais un navire de guerre anglais sera capturé et l'autre dématé. Autre action, l'Hermione fera également, participera à un combat, à un duel de frégates contre l'Iris. Latouche Tréville estime qu'il sort vainqueur de ce combat, puisque les 2 navires rompent le combat. Le capitaine anglais estimera également avoir gagné le combat. Ce qui donnera lieu à des échanges, vous voyez, on est encore dans une époque civilisée, dans la Gazette de New York entre le commandant Latouche et le commandant du navire anglais, précisant l'un et l'autre qu'ils ont respectivement gagné l'engagement. Donc l'Hermione va se battre jusqu'à la fin de l'année 1781, le long des côtes américaines, remplissant toutes les missions qu'on peut confier à ce genre de navire à l'époque, à savoir attaquer les corsaires de l'adversaire, protéger le commerce. Ça va être également faire du transport de VIP, si je peux dire, avec beaucoup d'anachronismes. Également des opérations de surveillance des côtes avec débarquement d'une partie de son artillerie. Et lors du combat en escadre, dont vous avez un exemple ici, à la bataille de la Chesapeake, l'Hermione ne sera pas, ou une quelconque frégate ne se trouvera pas dans la ligne de bataille, puisque là, ce sont les vaisseaux de ligne, ces grandes murailles de bois de 80 à 100 canons, qui vont se canonner joyeusement en ligne. Les frégates, dans ce cadre-là, elles, servent à relayer les signaux. Imaginez lorsque vous avez une vingtaine de vaisseaux de ligne avec 80 canons, la fumée que dégagent les tirs. Vous ne voyez pas grand-chose. Donc les frégates sont là pour relayer les signaux, porter assistance aux navires en détresse et éventuellement achever un navire adverse. Alors malheureusement, l'Hermione ne sera pas présente à la 2e bataille de la Chesapeake puisqu'elle sera en train de réparer à Boston. Et donc elle combat jusqu'à la défaite finale des troupes britanniques à Yorktown en 1781. Voilà. Il est vrai qu'on se souvient beaucoup plus souvent de Trafalgar que de la Chesapeake ou même des guerres d'indépendance. Donc elle retournera en 1782 à Rochefort. Donc on a pu garder quelques traces, quelques sources des campagnes de l'Hermione, notamment le journal de bord rédigé par le lieutenant de vaisseau Latouche, qui ne deviendra Latouche Tréville qu'à la mort de son père et de son oncle. Et donc en 82, l'Hermione repart sous un autre commandement, direction le 2e théâtre d'opération, à savoir les Indes. Elle arrivera un peu tard pour rejoindre l'escadre du bailli de Suffren. Elle arrivera un peu tard pour découvrir que la paix a été signée entre la France et l'Angleterre. Retour donc à Rochefort en 1784, après toutefois avoir perdu les 3/4 de sa mâture sur un coup de vent dans l'océan Indien.
On a ensuite quelques zones d'ombre contre la carrière de l'Hermione. Hein. Il est probable qu'elle escorte, après la guerre, des convois à direction des Antilles. On le sait qu'elle va être radoubée, c'est-à-dire réparée jusqu'à hauteur de 50% de sa coque, hein, enfin de la valeur de sa coque, avant qu'une refonte, là on va une refonte, une refonte, on va partir sur des réparations qui dépassent la valeur des 50% de coque, voire même 100%. Et ça, c'est en 1789 que c'est commandé. Toutefois, en 1789, quelques événements vont faire que ça va être retardé. Elle reprendra donc la mer, probablement après avoir été réparée en 1792. Elle aura pour mission notamment de garder l'estuaire de la Loire pour éviter une jonction entre royalistes et troupes chouanes. Et c'est à ce moment-là qu'elle va trouver une fin un peu triste, puisqu'elle va s'échouer sur le plateau du Croisic, sur le plateau du Four en face du Croisic, pardon. Elle s'échouera suite à une erreur de navigation. Alors, tous les marins ont été sauvés, les canons et les vivres également. Toutefois, je vous laisse deviner le sort qui a été réservé au pilote qui a envoyé l'Hermione sur un banc de rocher. Petite anecdote drôle, notre commandant, enfin l'un de nos deux commandants, hein, le commandant Cariou, était pilote. Rassurez-vous, il a bien mieux manié que le pilote de l'époque. Donc, ce qu'il reste de l'Hermione, hein, ce n'est pas grand-chose. L'épave a été inventée en 1784. Des éléments ont été retrouvés, mais principalement, ce qui a été remonté de l'épave à la fin des années 2000, ce sont quelques canons. Alors, des canons qui étaient des canons de l'Est, en fait, hein, et notamment une ancre, l'encre de Miséricorde, qui porte très bien son nom, puisque c'est la dernière ancre que vous envoyez lorsque vous avez déjà perdu les 5 précédentes. Voici pour notre Hermione historique, dirons-nous. Alors, il y a eu 9 navires de la Marine nationale qui ont porté le nom d'Hermione. Des frégates, escorteurs, sous-marins également. Donc, nous, c'est ce qui nous intéresse dans l'Hermione historique, c'est la deuxième du nom. C'est pour ça que nous n'appelons pas la nouvelle Hermione l'Hermione numéro 2, puisque ce n'est pas un navire de guerre, c'est une reconstitution. J'insiste là-dessus. Donc en 1997, c'est le début de l'aventure de la reconstruction de l'Hermione. Voici quelques photos du chantier. Hein. Donc c'est un chantier qui va s'étaler sur 17 ans. 17 ans contre 6 mois. En 1779, souci étant, on va couper court tout de suite, hein, le principal problème, ça n'a pas été les bois, ça a été l'argent. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je vous rappelle, il s'agit bien d'une association qui reconstruit ce navire. Une association dont les 2/3 du budget à l'époque proviennent de vous, messieurs, dames. À savoir les visiteurs, les personnes qui adhèrent à l'association, qui commandent des conférences aussi, qui font des achats en boutique, etc., etc. Les 2/3 du budget. Le tiers restant étant pour grosse partie, majeure partie, pour les collectivités publiques, à savoir la mairie de Rochefort au premier plan qui n'a jamais lâché le projet Hermione, le département de Charente-Maritime et feu la région Poitou-Charentes. Aujourd'hui, c'est la région de Nouvelle-Aquitaine qui récupère le bébé. On a également 5 à 10% de mécènes à l'époque, hein, dont certains mécènes, je peux difficilement dire leur nom à cause de la loi Evin. Je peux juste vous dire que ça commence par Moët et que ça finit par Annecy. Et qu'aujourd'hui, nous avons également d'autres mécènes, à savoir Naval Group et d'autres plus petits mécènes. Donc les 2/3, c'est vous. La construction, j'essaie de passer un peu rapidement, certains ont peut-être déjà vu. Hein. Donc c'est âge de 97 à 2014. C'est un chantier qui va avancer aussi au fil des financements. L'Hermione a été payée comptant. Donc à certains moments, il a fallu ralentir le chantier car il n'y avait pas assez d'argent. Et à d'autres moments, on a pu accélérer pour réussir à mettre le bateau à l'eau déjà en 2012. Puis réaliser les premiers essais en mer en 2014.
Vous voyez ici l'image d'un couple. Un couple, hein, vous en avez 64 à bord. On va dire que c'est ce qui est l'ossature du navire. Là déjà, on voit que la peau a été posée sur l'ossature. Et je vous propose voilà, de voir rapidement, j'espère que c'est assez lisible, les différentes étapes de la construction, commençant ici par la pose de la quille, puis de l'arcasse. On passe, on va dire, hein, on commence par poser la colonne vertébrale du navire, et à savoir sa quille, et après on va poser, on va dire, les couples qui vont être les côtes. On va poser le reste du squelette, c'est-à-dire les baux qui soutiennent les ponts, puis les ponts en eux-mêmes. On va avoir 3 ponts à bord de l'Hermione. Et naturellement, après, on va poser, on va dire, la peau intérieure qu'on appelle le vaigrage et le bordé qui est la peau extérieure. Pour vous situer, hein, j'ai pas pu en ramener un malheureusement. Un bordé, ça fait à peu près 6 mètres de long pour à peu près 20 cm d'épaisseur, et on va arriver jusqu'à 20-30 cm de large pour certains. Bien sûr, c'est du chêne. Voilà, je vous disais, hein, le chêne. Après, une fois que la coque est terminée, il va vous falloir assurer l'étanchéité, donc c'est calfater. Calfater à l'ancienne, c'est un chantier, notamment le chantier Bernard de Saint-Valahougue, qui notamment a aidé à la reconstruction de la Marité et de la Fleur de l'Empole, hein, qui viendra en partie assurer le calfatage de la coque. Alors, calfatage, hein, c'est avec du bitor, donc une espèce de lin de chanvre non peigné, hein, et qui va être tressé. Et suite à ça, donc vous allez devoir faire plusieurs kilomètres, vraiment, hein, de calfatage pour assurer l'étanchéité de la coque, qui sera fini par du brai, qui est une espèce de résidu de goudron, très très bon pour vos voies respiratoires, qui serviront à faire l'étanchéité de la coque. Et bien sûr, on arrive aux aménagements intérieurs, avec la pose de canon, on va dire des grandes machines que sont les cabestans, et enfin la mâture. Là, ces parties-là ont été effectuées plus tôt en 2014. Si vous voyez ici, hein, l'Hermione en quelques chiffres, hein, alors on essaye de diffuser au plus grand nombre, hein, que ce soit de 7 à 77 ans et au-delà. On a un très bon illustrateur notamment qui s'occupe de certaines des planches. Voilà, quelques chiffres pour l'Hermione, hein. Vous verrez qu'à bord, on va retrouver 35 tonnes de fer, hormis les canons, puisqu'avec les canons, maintenant, on monte à 63 tonnes. 63 tonnes de fer. Un canon, ça va faire le poids d'une voiture, on va dire, à peu près, hein, d'un gros SUV, hein, puisque nos canons de 12 livres font 2 tonnes à peu près. Ce qui est aussi impressionnant, c'est le nombre de poulies que vous allez retrouver à bord, puisqu'on a 17 voiles, et que pour assurer ces 17 voiles, il va nous falloir à peu près 800 poulies. Les poulies, notamment les caisses de nos poulies, ont été faites avec les mêmes bois qu'au XVIIIe siècle, à savoir de l'orme. Là, je vous cite cet exemple, hein, c'est vraiment pour vous signifier qu'on a essayé de respecter au maximum l'authenticité, l'historicité du navire, hein, puisque on a utilisé parmi les derniers stocks d'ormes français pour réaliser les caisses des poulies. Les chaînes, donc, pour la plupart, viennent de France. Le gréement, donc c'est-à-dire les cordages, ce qui va servir à soutenir la mâture, est fait à 96%, je ne vais pas vous dire de bêtises, 96% est fait en chanvre, matériau végétal, comme au XVIIIe siècle. Nos 17 voiles, nos 17 voiles sont faites en lin. Le lin, alors c'est pas exactement le matériau de l'époque. Le lin va plutôt apparaître fin 18e, début 19e siècle. On a préféré le lin au chanvre car plus résistant. Mais on reste bien sur un matériau végétal. Pour la petite histoire, hein, la grand voile fait 272 mètres carrés et elle pèse 400 kilos sèche.
Je précise bien sèche, puisque vous savez très pertinemment que le lin absorbe très bien l'eau. Notre maître voilier a estimé que la grand voile pouvait peser à peu près 800 kg lorsque l'on est en mer et qu'il faut la serrer. Ce qui est assez sportif. Donc on a 17 voiles à bord de l'Hermione. 17 voiles, et c'est vrai que j'ai oublié une évidence, c'est qu'à bord de l'Hermione, on va retrouver surtout 3 mâts. Donc c'est une frégate à 3 mâts. Le gréement est un 3 mâts à phare carré. Alors vous allez me dire, c'est très bien tout cela, mais ça ne nous parle pas énormément. Donc le gréement, ça désigne en fait tout l'appareil propulsif, à savoir la mâture, les cordages, les voiles. Et quand je vous dis 3 mâts, en plus, alors pourquoi carré? En fait, c'est à cause de la forme des voiles. Les voiles principales, les voiles de propulsion que vous voyez ici, qui sont de forme plutôt trapézoïdale, on appelle cela des voiles carrées. Sur le Belém, vous allez retrouver, si vous voyez le Belém, ce sont également des voiles carrées. Donc nous allons avoir 2100 mètres carrés de voilure répartis sur 3 mâts. Pour être plus exact, on devrait dire qu'elles sont réparties sur 4 mâts. Vous savez, les marins aiment bien aller dans le détail et dans l'exactitude. Pourquoi est-ce qu'on dirait 4 mâts? Parce que vous avez ici le mât de Beaupré à l'avant, que vous voyez là, qui est un mât essentiel, puisque sur ce mât-là sont repris des cordages, des étais qui servent à soutenir le mât de misaine et le grand mât. Oui, donc j'en viens du coup à nos 3 mâts verticaux. Vous allez trouver en premier lieu la misaine, en second lieu le grand mât, qui est le plus grand mât du navire, je vous ai dit 49 mètres de haut, et enfin le mât d'artimon. Petite précision. J'ai navigué il n'y a pas longtemps sur un navire, donc une petite frégate russe, réplique du XVIIIe siècle, qui n'a rien à voir avec le gouvernement russe actuel, rassurez-vous. Strictement rien à voir. Et en fait, il parle en anglais à bord. Et quand j'ai entendu, quand on m'a donné l'ordre d'aller sur the mizzenmast, je me suis naturellement dirigé vers le mât de misaine à l'avant. Nous, Français, sommes les seuls à mettre le mât de misaine à l'avant. J'ai vérifié, chez les Anglais, the mizzenmast est à l'arrière. On pourrait dire que c'est encore une excentricité anglaise. Pas du tout. C'est bien une excentricité française que de le mettre devant, puisque dans toutes les langues, alors en tout cas dans celles que j'ai vérifiées, germanique, scandinave et romane, le mât de misaine est bien à l'arrière. C'est bien celui-ci. Bon, restons sur nos ordres et sur la manière française. Donc vous voyez, parmi les voiles utilisées, vous avez 272 mètres carrés pour la grand voile, 217 pour la misaine, petit hunier et grand hunier qui sont nos principales voiles de propulsion, c'est celles que l'on laisse vraiment le plus souvent, le plus longtemps à poste. On est sur 210 mètres et 219 mètres carrés. Juste, je veux pas trop vous abreuver de chiffres, mais c'est ce qui fait aussi le côté exceptionnel de l'Hermione, c'est cette démesure. La grand vergue, une vergue étant ces barres noires sur lesquelles sont amarrées les voiles. Surtout, on parle bien d'amarrer sur un bateau. Si le commandant Cariou est tombé sur plusieurs de mes collègues, c'est parce qu'ils ont dit accrocher. Ce à quoi il a répondu, on accroche une vache, on attache une vache, on amarre sur un bateau. Donc, c'est une pâle imitation, je tiens à vous le préciser. Donc, la grand vergue que vous avez ici va faire par exemple 26 mètres de large. Enfin, 26 mètres de long, si on fait comme ça. La grand vergue plus la grand voile, on estime que c'est 2,5 tonnes. Grand hunier, on va être à 2 tonnes à peu près. Donc, ce qu'il vous faut imaginer, c'est qu'il faudra hisser ce hunier avec des cordages qui partent du pont jusqu'ici. Il va vous falloir au moins une quinzaine de personnes pour hisser ce hunier. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Jusqu'ici, est-ce que ça va pour vous? Oui? Ça va, l'anglophobie ne vous dérange pas trop? En plus, j'ai très mauvais jeu, j'ai enseigné durant 2 ans en Angleterre. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est aussi une visite de ces espaces de vie.
Alors, ici, on a une illustration plutôt de l'Hermione au XVIIIe siècle. Je le précise, l'Hermione est une reconstitution aujourd'hui. On n'a pas un seul morceau du navire originel. C'est l'inverse du Belém, puisque le Belém est un navire classé monument historique. Nous ne sommes pas un monument historique. Malheureusement ou heureusement, on pourra en débattre, mais nous ne sommes pas un navire classé monument historique. Alors, il y avait une place réservée à l'ancre qui a été relevée toutefois, à l'ancre de Miséricorde, mais on n'a pas pu l'accueillir à bord pour des raisons diverses et variées. Après, imaginez bien que canon et ancre relevés au fond de l'eau ont été traités dans des bains électrolytiques durant 1 an, voire 1 an et demi. On peut comprendre qu'il peut être un peu douteux de mettre un matériel historique traité et pour être conservé à bord d'un navire qui va aller sur la mer Jolie. Notamment, j'aurai l'occasion de vous parler des parties modernes de l'Hermione en avançant dans notre visite du navire. Donc l'Hermione, je vous l'ai dit, elle a 3 ponts. Elle a 3 ponts. Vous avez ici la partie supérieure qui est... Voici le pont des Gaillards. Ce qui est très bien, c'est qu'en plus, vous avez 3 ponts qui ont chacun une couleur, qui ont chacun une fonction. Donc le pont des Gaillards est réservé principalement aux manœuvres. Vous n'allez y retrouver que 6 canons. Ensuite, vous allez avoir le pont de batterie, ici, qui porte très bien son nom, puisqu'il accueille l'artillerie principale du navire, sa batterie. Pour nous, à l'époque, il y aura 26 canons de 12 livres. Et aujourd'hui, nous en avons 22. Je précise que nos canons, ce sont de vrais faux canons. Ils sont bien en fonte et ils pèsent bien 1,5 tonne le canon de 12. Alors, ce n'est pas ce n'est pas qu'une question de respect et d'authenticité historique, sachant que ces canons ont été fondus en 2013 sur le site, l'ancien site des fonderies royales de Ruel, sur l'île d'Espagnac, l'endroit où on fondait les canons. Donc, ils ont été refondus au même endroit, mais ils n'ont pas été percés jusqu'au bout. Ils n'ont été percés que jusqu'à 50 cm du début de lame. Si on a des canons, c'est une question de stabilité. C'est vraiment une question de stabilité du navire. Il y a une chose qui est importante de garder à l'esprit, c'est que si on a reconstruit l'Hermione en restant le plus proche possible du modèle originel, c'est aussi une question pratique. Vous voyez, les canons, s'ils avaient été faits en plastique ou autre, vous auriez 60 tonnes, plus de 60 tonnes en moins au-dessus de votre ligne de flottaison. Le navire ne va pas réagir de la même manière. Je reviens au gréement végétal. Hop, juste ici. Vous voyez le gréement qui est ici. Si l'on avait remplacé ces haubans qui sont des morceaux de cordage, et ça ressemble à des échelles comme ça de chaque côté, qui servent essentiellement à tenir la mâture de chaque côté. Si on les avait mis, si on utilisait du fer par exemple, ou de l'acier, ils auraient été plus résistants, pas de problème. Toutefois, la force exercée sur la coque aurait été plus importante et aurait peut-être provoqué un cisaillement des mâts en bois. Donc il aurait fallu changer les mâts. Donc là, vous voyez, vous changez les mâts, vous remplacez par des mâts en fer, mais ce sera pas de l'acier ou du fer plein. Il faudra que ce soit vide. Donc le poids de la mâture va changer, etc., etc., etc. Vous allez en fait, non pas dénaturer le navire, mais faire une autre construction. Au moins, on sait comment réagit le chanvre, on sait comment le gréement historique réagit. Donc j'en reviens à notre navire, le pont de batterie. Le pont de batterie, bien sûr, au XVIIIe siècle, c'est l'endroit où l'on combat et l'endroit où l'on mange. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Enfin, on arrête de combattre, pour être exact. Accessoirement, nous avons un canon qui date de 1783, possiblement. On ne pense pas que ce soit un canon de l'Hermione, ou auquel cas ce serait un coup de chance monumental. Mais c'est un canon qu'on a récupéré à Rochefort, un canon de 12,
un canon historique sur lequel vous avez une fleur de lys, plus le numéro de série gravé, entre guillemets. Et bien sûr, nos canons, je vous dis, ce sont de vrais faux canons. Ils ne tirent pas, ce sont des artifices que l'on met à l'intérieur. Nous sommes plusieurs gabiers et gabières à avoir été formés pour manipuler ces artifices, dont votre serviteur, qui a été très fier de pouvoir tirer au canon avec ses camarades sur le pavillon du prince de Galles sur l'île de à Cause, sur l'île de Wight. Ce qui nous a d'ailleurs valu quelques déboires avec nos camarades britanniques. Mais bref. Ensuite, vous allez trouver le faux pont. Le faux pont, c'est un espace de couchage, essentiellement, et l'espace où vous entreposez aussi de la nourriture sur pattes au XVIIIe siècle. Alors, le faux pont, lieu de couchage, pour vous donner un ordre d'idée, la hauteur, encore aujourd'hui, est limitée à 1,55 m à 1,72 m par endroit. Je me lèverai tout à l'heure et vous verrez que ce n'est pas forcément une sinécure quand vous dépassez cette taille. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être parce que les gens étaient plus petits à l'époque. C'est un fait, on estime, je crois que c'est 1,68 m, 1,69 m, la taille moyenne. Mais ce n'est pas ça. C'est que c'est un espace où vous ne faites que dormir. Et l'espace sur un bateau, encore aujourd'hui, c'est du luxe. Alors autant dire que laisser 2 mètres de hauteur sous plafond pour que vous puissiez dormir, ce n'est absolument pas dans le projet des architectes navals de l'époque. Aujourd'hui, par contre, on n'a plus à dormir avec la nourriture sur pattes. Ça, c'est un avantage. Les moutons, les veaux, on n'a plus à dormir avec. Même si, vous me passerez l'expression, parfois ça peut sentir le bouc, mais je suis navré. Des vieux relents. Mais non, logiquement, plus d'animaux embarqués à bord. Et enfin, vous allez trouver la cale. La cale, ici, c'est le lieu de stockage par excellence pour les vivres et les munitions. Sachez que cet espace de stockage vous permet, en tant que marin à l'époque, d'avoir l'équivalent de 70 centilitres de vin par homme par jour. Alors, grosse différence avec l'Hermione d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, l'Hermione est un navire sec. Pas d'alcool à bord. La seule réserve d'alcool est sous l'autorité et la garde du commandant, qui en dispose à sa guise. C'est plutôt réservé aux escales et au moment où le commandant va inviter d'autres navires, le commandant d'autres navires, ce qui a été le cas du Stendhart, du Belém, du Guatémoc. Et bien sûr, vous avez en échange, vous êtes invité à la table de l'autre commandant. Donc, vous êtes même sélectionné parfois pour accompagner le commandant dans des repas qui font encore honneur à la marine aujourd'hui, en tout cas. Alors oui, il faut préciser qu'il y a une petite compétition, une grande compétition entre les commandants, c'est à celui qui aura la plus belle table. Ça marche encore, c'est une vieille tradition. Et notamment les meilleures bouteilles. Mais ça, ce n'est pas forcément pour nous, gabiers. Alors ici, vous voyez, je vous propose de poursuivre la visite. On va s'attarder un peu sur le pont des Gaillards, donc le pont supérieur, où nous allons devoir manœuvrer les 250 cordages qui tombent de la mâture. 250 cordages avec chacun un nom, une fonction et une utilité. Un nom, une fonction et un emplacement, excusez-moi. Alors là, en plein jour, ça peut être assez facile. En pleine nuit, sombre, dans la Manche, avec une nuit sans lune, c'est un peu plus compliqué. Sachez qu'en plus, les 250 cordages, le nom des 250 cordages sont les mêmes qu'au XVIIIe siècle. Donc il a fallu, pour nous, en tant que gabier, quand on a été formé, réapprendre ce vocabulaire. Déjà, la mer, c'est un vocabulaire à part entière. La mer du XVIIIe siècle, ça commence à devenir très exotique. Si dans une soirée on vous demande quel est le nom le plus long d'un cordage à bord, vous pourrez toujours dire, c'est vérifié, que c'est l'Ithaque de palanquin de riz de perroquet de fougue bâbord. Ça ne sert pas à grand chose dans la vie de tous les jours, je vous l'accorde. Ça, j'en suis bien conscient. Donc ici, on est sur le Gaillard d'avant. Vous allez voir notamment le petit cabestan.
qui va nous servir, hein, c'est un treuil, entre guillemets, humain, qui va servir à hisser des charges lourdes jusqu'à 1,5 tonne, 1,8 tonne. Officiellement, on n'a jamais été jusqu'à 2 tonnes en hauteur. Donc là, vous allez mettre jusqu'à 18 personnes sur le petit cabestan. Vous voyez notamment quelques haubans. Ici, une voile d'été qui est au repos, dirons-nous. Là, nous passons au gaillard d'arrière. Donc là, c'est plutôt une plage effectivement de manœuvre, mais aussi un poste de commandement. Hein. Donc là, vous êtes à une relève de quart. Vous savez qu'à bord d'un navire, on fonctionne par quart et par tiers, et que les tiers font des quarts. C'est le moment en général où je commence à perdre un peu de monde. Mais vous allez voir, c'est quelque chose qui s'explique et qui se comprend très aisément. Donc, imaginez que sur un navire aujourd'hui, on fait les 3/8. Pour être plus exact, on va faire les 3 x 4 x 2. Je vous explique. L'équipage est réparti en 3 tiers. Tribord, milieu, bâbord. C'est l'endroit où on dort en fait. Hein. Donc tribord va avoir 4 heures de travail, 8 heures de repos, 4 heures de travail, 8 heures de repos. 4 et 8, 12, 12 et 12, 24, on est bon. Donc tribord va commencer à minuit et achèvera donc son quart à 4 heures du matin. Voilà, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le quart du chien. Dog's Watch aussi en anglais. Est-ce que vous allez naviguer de nuit, sans lumière. Vous avez le droit à une petite frontale rouge que vous n'allumez qu'en cas de problème. Pas de lumière blanche instantanée parce que sinon, en fait, votre habitude de la pénombre me remet 20 minutes. Il nous faut 20 minutes pour retrouver l'habitude de la pénombre. Et bien sûr, vous grimpez jusqu'à 40 mètres de haut, sans lumière. Mais il y a des avantages à cela. Il y a des avantages. C'est-à-dire que vous avez le bateau pour vous tout seul. Tout le monde est en train de dormir, y compris le commandant. Ça enlève une certaine pression. Toutefois, lorsque vous êtes dans le rail pas loin du Raz Blanchard, que vous êtes dans la Manche, que vous avez traversé littéralement une autoroute de la mer, la veille devient assez crispante, puisque la Manche, aujourd'hui, on estime que 25% du trafic mondial y passe. Du supertanker de 400 mètres de long, avec du super porte-conteneurs, des navires vraquiers, sur lesquels vous avez la priorité. Vous êtes un voilier, vous avez la priorité. On n'a pas trop joué quand même à savoir si c'était vraiment le cas quand vous savez qu'un super porte-conteneur commence à décélérer à partir du cap de Barfleur pour arriver au Havre, c'est-à-dire 120 000 avant. On n'a pas trop joué à ça. On a croisé aussi, bien sûr, des plaisanciers, des pêcheurs aussi, des pêcheurs anglais notamment. Et en ces cas, effectivement, nous avons quelques marins professionnels qui étaient pêcheurs. C'est vrai que dans ces cas-là, on s'est dit qu'heureusement que nos canons étaient de faux canons. Mais en tout cas, oui, les conditions sont quand même assez particulières. Donc la théorie veut que à 4 heures, vous rentriez dans votre tiers, à tribord, et que vous puissiez prendre un petit déjeuner bien mérité, que vous puissiez aller dormir vers 4h30 dans ces eaux-là. Pour être réveillé à 10h30, pour reprendre déjà un repas, et après repartir à midi sur le pont. Et comme ça court jusqu'à 16h. Ça, c'est la théorie. S'il s'avère que le lieutenant ou le commandant ont décidé d'envoyer plus de toiles ou de faire des manœuvres à 3h40, il est peu probable que vous regagniez votre bannette ou votre hamac dans les 20 minutes. On va attendre que le tiers milieu arrive. Milieu arrivera donc à 4 heures du matin et restera jusqu'à 8 heures du matin. Et on ira envoyer la toile ensemble. Et vous irez vous coucher vers 6h, 6h30 pour reprendre à midi. Si on ne vous réveille pas avant, pour une manœuvre d'urgence, vous êtes mobilisable 2 heures avant et 2 heures après votre quart.
Et il y a des manœuvres où il vous faut tout l'équipage sur le pont, à savoir faire un virement vent devant, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ça consiste surtout à changer les 17 voiles. Donc là, vous avez besoin des 80 personnes à bord. Car oui, on n'est que 80 comparé aux 300 du XVIIIe siècle. Pont des Gaillards, hein, donc là, on est à la dunette. Donc si vous aviez un doute, hein, j'ai vraiment embarqué à bord, je suis ici. Hein. Je ne suis pas dans mon costume le plus éclatant, je vous l'accorde, mais... Donc ici, c'est la dunette. Alors officiellement, on n'a pas de dunette. La dunette, c'est vraiment un petit édifice, mais c'est la fonction qui prime. La dunette, c'est l'endroit où sont les officiers, hein, où doivent se trouver les officiers. Au XVIIIe siècle, d'ailleurs, il y a un côté de la dunette qui est réservé au commandant seul. C'est-à-dire que si le commandant vient sur tribord et qu'il y a des officiers, ils doivent partir à bâbord. S'il arrive sur bâbord, les officiers repartent à tribord. Bon, c'est plus comme ça aujourd'hui, hein, je vous rassure. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver sur la dunette? C'est vraiment le poste de commandement, les tables à cartes et surtout la barre à roue. Donc, vous voyez que la barre à roue de l'Hermione, hein, c'est pas du tout la barre à roue façon Pirates des Caraïbes. J'étais dans un collège il n'y a pas très longtemps quand il a fallu expliquer que l'Hermione, ça se manœuvre pas d'une main sur le maneton, c'est-à-dire cette partie-là, l'autre main sur la bouteille de rhum. Et qu'il fallait peut-être 2 à 4 sur la double barre à roue pour manœuvrer l'Hermione. Pirates des Caraïbes a fait beaucoup de mal à la marine à voile. Mais bon, je pouvais difficilement leur recommander de le voir, que peut-être que vous avez déjà vu, mais c'est Master and Commander, qui là par contre est très réaliste. Peut-être un peu trop pour des enfants de 7 ans. Donc, la barre à roue ici. Donc, je dis 4, on va monter à 4 personnes à la barre à roue quand la mer se monte. Hein. Quand la mer se monte, 4 pour diriger un gouvernail qui va peser pas loin de 2 tonnes. C'est ce qu'il faut. Sachant que quand la mer est très montée, voire démontée, ce qui est arrivé notamment en 2018 au large du Maroc, avec des creux de 9 mètres. Alors, c'est 9 mètres, d'accord? Vous allez peut-être entendre maintenant que ça fait 5 ans que c'était des creux de 12 mètres. Voire 15 mètres. Chaque année, ça va prendre un peu. Hein. C'est le principe des histoires de marins. Mais bon, 9-10 mètres, ça commence déjà à être assez rigolo. Là, on changeait les barreurs toutes les demi-heures. Trop difficile à tenir. Donc sachez qu'en plus, nous, en tant que gabier, on va être encadré par 2 marins professionnels, hein, que sont les chefs de tiers. On va être 18 et on va se relayer, hein, on va occuper différentes tâches. Durant 1 heure, 1 à 2 heures, on fera de la barre. Durant 1 heure, on fera à la veille, donc sur le Beaupré, à l'avant, avec une paire de jumelles et une VHF. Oui, on est équipé de radars, comme tous les navires, mais nos radars sont aveugles sur les 200 mètres que vous voyez devant vous. Vous avez un cône, hein, qui rend aveugle le navire. Pourquoi est-ce qu'on va mettre un veilleur? Imaginez que vous allez avoir de menus obstacles, vous allez avoir des ovnis, objets flottants non identifiés. Ça peut être un conteneur. Hein, sachez que je crois que c'est 10 000 conteneurs qui ont été perdus depuis la conteneurisation, hein, qui flottent sur les mers ou qui ont coulé depuis. Donc à fleur d'eau, si vous tapez dedans, ça peut faire bizarre. Vous avez des bouées aussi, hein, des bouées de pêcheurs et tout. Alors les pêcheurs, ils aiment pas trop que vous alliez, on va dire, relever leur casier. Fortement déconseillé de le faire si vous tenez à votre vie. Ou alors que vous preniez les filets aussi dans la coque et dans les hélices. Oui, nous avons des hélices, mais j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, c'est à la veille que ça se passe. Après, vous avez la ronde. Hein. Toutes les heures, vous avez une ronde à faire dans le navire pour vérifier qu'il n'y a pas de départ de feu ni de voie d'eau. Et quand vous êtes libéré de ces obligations, vous avez le droit d'aller manœuvrer les voiles joyeusement, comme ici. Donc là, on a essayé quelque chose, c'est d'envoyer les 2 huniers, c'est-à-dire que c'est faire monter de 15 mètres 2 huniers qui pèsent 2 tonnes depuis le pont. Donc là, on n'avait pas assez de place, donc on a croisé. L'idée, c'était d'aller vite niveau manœuvre. On va passer maintenant sous le gaillard d'avant. Alors, sous le gaillard d'avant, vous allez voir ici les 2 seules ailes électriques que l'on a à bord pour la manœuvre. Tout se fait à la main, sinon. Donc là, vous avez 2 guindeaux qui vont nous servir à relever les ancres. Aujourd'hui, nous n'avons plus que 2 ancres à bord de l'Hermione.
chacune faisant 1,5 tonne, avec des maillons de chaîne. Pourquoi est-ce que nous avons des gains d'eau électrique et pourquoi nous ne faisons pas ça au cabestan, comme ça devrait être fait? Parce qu'en fait, il faut 80 personnes pour remonter une ancre. On est 80. Vous voyez qu'on va pas faire grand-chose d'autre. Hein. Sachant que nous, quand on remonte l'ancre, ça nous prend 1 heure aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, c'était 1h30 à 2 heures. Alors c'est pour cela aussi que vous avez 6 ancres à bord d'une frégate comme l'Hermione, ou même des fois sur les vaisseaux de ligne. 6 ancres, c'est parce que si vous êtes embossé ou que vous êtes au mouillage dans un endroit et que vous voyez un gros grain qui arrive et qui vous oblige à quitter le mouillage précipitamment, vous coupez le cordage, qui est ce qu'on appelle un grelin. Un grelin, niveau diamètre, c'est ça. Hein. C'est une bûche de bois. Hein. Donc vous allez couper le grelin et laisser votre ancre au fond. Ou de la même manière, si vous avez une flotte qui arrive supérieure en nombre, vous coupez les ancres et vous partez. Ce qui fait qu'en général, lorsque vous avez des ancres repérées au fond de l'eau, ça ne veut pas dire que c'est un site archéologique. Clairement pas. Donc nous, on reste quand même à peu près une bonne quarantaine à s'occuper des ancres, à les remettre à poste avec les gains d'eau électriques. Ce qui nous permet pendant cela d'avoir 40 autres personnes qui envoient la toile et qui nous permet de partir. On poursuit sur le pont de batterie sous le gaillard d'avant. Donc là, vous allez retrouver une partie de notre artillerie, nos canons de 12 livres qui sont ici. On a reproduit également les ustensiles qui permettaient de les manœuvrer et de les nettoyer. Au XVIIIe siècle, imaginez que vous allez avoir 10 hommes par canon. Oups là, je suis passé un peu vite. 10 hommes par canon, ça vous laisse imaginer l'entassement qu'il peut y avoir sur ce pont au moment du combat. Rassurez-vous toutefois, on n'arme les canons que d'un seul côté. Les canons se situent de chaque bord du navire, à bâbord et à tribord. Et logiquement, vous n'armez qu'un seul côté. Donc vous avez 150 hommes entassés sur 40 mètres de long. Si vous armez deux côtés, c'est pas bon signe. Vraiment pas. Donc là, vous allez retrouver une dizaine d'hommes. Pour ce qui est du combat naval, pour vous laisser imaginer ce à quoi ça peut ressembler au XVIIIe siècle, en plus des 10 personnes par canot, il vous faudra rajouter du sable sur le pont pour absorber le sang. Et oui, le combat naval, c'est quand même quelque chose d'assez sanglant, même si ce ne sont pas les combats qui ont fait le plus de pertes à bord de l'Hermione en 2 ans de campagne, ce sont les maladies qui ont fait le plus de pertes. Toutefois, on a calculé, il n'y a eu que 50 morts à bord de l'Hermione en 2 ans. Sur 300, ça va. C'est raisonnable. Enfin, c'est une manière de voir en tout cas. Pourquoi sabler le pont? Pourquoi cela? Ce qu'il vous faut imaginer, c'est que on va peu souvent chercher à couler un navire. Un navire, ça coûte cher. 660 000 livres tournois pour l'Hermione. Ne me demandez pas combien ça fait en euros. Je serais incapable de vous répondre, pour la simple et bonne raison que l'évolution du coût des matériaux et autres. Je vais prendre un exemple beaucoup plus simple. Une baguette de pain, moi je l'ai connue à 1 franc. Vous aussi? Voilà, elle est à 1 euro maintenant. Un peu plus. Alors, moi j'aime bien la tradition, donc c'est plutôt 1,20 €, mais effectivement, vous voyez que déjà sur un produit comme le pain, il y a eu une culbute terrible en quelques années. Donc vous donnez le prix d'une frégate comme l'Hermione aujourd'hui, c'est compliqué. Je peux vous donner le prix de la frégate Hermione, sa reconstruction, c'est 26 millions d'euros. Alors c'est ce que je dis aussi des fois à certains des collégiens là, je dis le transfert de Neymar ou le pied gauche d'Mbappé, relatif, c'est pas si cher que ça. C'est quand même assez relatif. À titre d'exemple, excusez-moi, je fais une petite digression. Quel va être le prix d'une frégate grise aujourd'hui, à votre avis? Une frème type Aquitaine, on va dire. Un type frame. C'est 800 millions d'euros l'unité.
La fonction n'est pas la même, je vous l'accorde. Excusez-moi, j'en reviens au combat naval. Donc, pourquoi va-t-on sabler le pont? Donc, c'est pour éviter le sang. Et surtout, donc, à l'époque, je vous le disais, on préfère capturer les navires. On préfère capturer les navires, car on peut les réutiliser. C'est pour ça que vous retrouvez des navires avec des noms espagnols dans la flotte, dans la Royal Navy, au temps des guerres napoléoniennes. HMS San Jacinto, ça n'existe. Enfin, vous voyez que c'est pas un nom typiquement britannique. Des noms français aussi, hein. On les capture, mais donc pour les capturer, ce qu'il vous faut faire, c'est prendre le navire. Si vous voulez prendre le navire, il va falloir diminuer le nombre d'opposants en face. Si vous voulez diminuer le nombre d'opposants en face, ce que les Britanniques font, et les Français également, c'est tirer plein bois, c'est-à-dire tirer dans la coque. Alors, pour couler un navire, il faut tirer où, à votre avis? Sous la ligne de flottaison. Je vous souhaite bon courage d'essayer de couler un navire avec des boulets. Surtout que c'est la partie la plus épaisse du navire. Donc, on va plutôt tirer plein bois dans la batterie. Alors, ce qui va tuer l'équipage, c'est pas forcément le boulet en lui-même. Hein, en plus, vous voyez que là, vous avez un sandwich de bois très épais, composé de chêne, 3 morceaux de chêne. Hein, vous avez 40 cm de sandwich de chêne. Les navires sont faits de telle manière à ce que les pièces les plus fortes, hein, qu'on appelle donc les couples, hein, soient espacées de manière à ce qu'un boulet du même calibre que l'Hermione ne puisse pas passer à travers. C'est la théorie. Donc, votre boulet va difficilement rentrer dedans, même quand vous tirez à 50 mètres. D'ailleurs, tirer à 50 mètres, c'est pas le meilleur moyen. Mieux vaut tirer à 100 mètres. Il y a plus de vélocité, c'est plus intéressant. Non, le boulet va rentrer dans la coque et il va déplacer du bois. Et donc là, vous allez avoir des centaines d'échardes et d'éclisses. L'éclisse, c'est une écharde king size, de la taille de mon avant-bras, qui vont voler par dizaines à travers tout le pont. Et on voit bien dans les rapports des chirurgiens, aussi appelée la note du boucher, que de nombreuses éclisses volent à travers le pont. Donc bien sûr, une fois que vous avez réussi à diminuer l'équipage adverse, vous pouvez plus facilement prendre d'assaut le navire et le capturer. Vous avez l'autre méthode qui consiste à tirer plein dans la mâture, hein, c'est le tir à démater. Mais je crois que vous allez voir qu'il est beaucoup plus aisé de tirer dans une coque que dans les mâts. Ça demande quand même plus de précision, même si vous avez des boulets spéciaux, des boulets ramés, hein, ou des boulets chaînés, qui vont tournoyer sur eux-mêmes pour sectionner les cordages et la mâture. Alors pourquoi tirer à démater? Parce qu'une fois que le navire adverse est désemparé, ne peut plus avancer, là vous allez pouvoir, entre guillemets, l'assaisonner, là où il n'a pas de canon, c'est-à-dire à l'arrière. Donc je vous laisse imaginer un boulet de canon qui va rentrer ici, là où il y a la lumière, et qui va faire tout le long comme ça. Donc là, vous pouvez faire strike avec 300 quilles, 300 jambes, hein, à toucher avec vos boulets. Donc là, on est rentré, ici nous étions en grand rue, et là nous passons en batterie, vraiment la partie fermée du pont de batterie, où sont pris les repas. Donc les repas sont pris aujourd'hui, hein, toujours entre les canons, comme au XVIIIe siècle. À la différence, nous bénéficions quand même de tables et de bancs. Ça, c'est pas du tout XVIIIe siècle. C'est plutôt XIXe. La nourriture aussi est XXIe siècle, je précise. Et on mange très bien. Vraiment. On a des cuisiniers, des chefs cuistots qui sont capables de redoubler d'inventivité pour faire de bons plats avec les moyens que nous avons. Je vais peut-être vous dire un mot quand même de la nourriture du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, déjà, il va vous falloir embarquer des vivres pour 300 personnes et les conserver sur plusieurs mois de navigation. C'est valable pour l'eau également, mais on va déjà commencer par le solide. Donc vous avez déjà ce qui vous est donné 3 fois par jour, c'est le biscuit du marin. Et biscuit, cuit 2 fois plus longtemps que la normale. Alors ça ressemble à une espèce de galette sans mie de 200 grammes à peu près, que vous allez être obligé de taper sur le pont. Non pas pour la broyer, c'est pour faire déjà descendre les vers et les charançons qui se sont invités à l'intérieur.
On considère déjà à l'époque que c'est un apport en protéines. Hein. Certains les mangent. Il y a des petits trous dedans, c'est pour les casser plus facilement. On va pas vous laisser manger ça tout seul, on n'est quand même pas des bêtes. On va vous faire manger. Alors non pas les moutons, la viande fraîche, c'est pas pour vous, hein, chers marins, c'est pour l'état-major. De la même manière, les œufs des poules, des dindes, etc., c'est pour l'état-major et les blessés. Par contre, c'est bien vous qui vous en occupez. Qu'est-ce qu'on va manger avec tout cela? Bon, bien sûr, la pomme de terre, non, n'est pas encore découverte. Alors, tout juste découverte, du moins. On va manger essentiellement des légumes secs qu'on va faire revenir dans une grande chaudière hein, qui va être placée sous la petite cloche. Hein. Et à cela, on va ajouter quand même un peu de protéines animales, essentiellement du porc séché, un peu de bœuf, peu de poisson, hein, parce que déjà ça coûte cher, déjà. Et beaucoup des marins de l'époque sont des inscrits maritimes, beaucoup sont pêcheurs, et paradoxalement, les pêcheurs ne raffolent pas forcément du poisson. Donc vous allez avoir cela, ce bon ragoût, hein, qui va être servi dans un plat pour 7 marins. Hein. Un plat, ça correspond aussi au groupe de 7 marins, avec leur matricule, hein, qui vont manger autour de ce grand plat, ce grand baquet dans lequel vous allez avoir votre portion de nourriture. Parfois, vous aurez du fromage aussi. Bien sûr, bon, il ne s'agira pas de camembert, puisqu'au bout de 3 semaines, il vous restera la croûte, le reste étant parti à travers la coque. Fromage plutôt à pâte dure. Alors, vous allez me dire, ça c'est 3 fois par jour. Ce qui n'est pas si mal que cela au XVIIIe siècle, au final. Maintenant, on va parler de la boisson. L'eau, qui a été embarquée il y a 3 semaines, du côté de la fontaine Lupin à Saint-Nazaire-sur-Charente. 3 semaines. Je vous laisse imaginer la couleur de l'eau. D'après les descriptions, c'est plutôt marronâtre. Il commence à y avoir des choses qui bougent à l'intérieur, malgré le fait que les barils soient chaulés. On va mettre du vinaigre dedans. En pensant un peu abusivement que ça va purifier l'eau. Non, c'est comme un sel de citron, ça change le goût, c'est tout. Hein. Ça change rien d'autre. Hein. Et logiquement, au bout d'un mois et demi, elle vire au vert. Donc vous comprendrez que dans ces conditions, déjà, il est très important de faire de l'eau à bord d'un bateau. C'est pour ça que vous avez des égades et des petites îles, que ce soit aux Açores, Madère, les Antilles, etc. C'est très, très important de renouveler l'eau. Et que surtout, vous n'allez pas boire que ça à bord. Vous allez avoir le droit à votre vin. On est dans la marine royale. C'est du vin. Marine de Louis XVI, n'est pas du rhum. Le rhum, c'est chez les Britanniques. Ah, le grog qui nous vient des Britanniques, c'est bien ça. Donc c'est du vin de la marine royale. Sur la marine de commerce, selon les pays, alors je parle des pays d'époque, hein, Normandie, Bretagne, etc., ça va être du cidre ou de la bière qui va être consommée, parce que j'ai même eu le droit là au Pays Basque il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui me disait « mais ce n'est pas du vin qu'on boit à bord des bateaux ». Je dis « effectivement, dans le Pays Basque, c'est bien du cidre ». Quand vous voyez le cidre basque, bon, je vais pas pouvoir y retourner tout de suite. Donc bref, ça c'était pour l'alcool. Alors l'avantage du vin, c'est que, alors imaginez bien que c'est pas du vin avec le même degré d'alcool. C'est allégé quand même. On peut même le couper avec de l'eau. L'avantage du vin, c'est que ça vous fournit un très bon apport calorique aussi. Peut-être que ça vous ragaillardit, ça réchauffe, comme ils disent. Donc ça, c'est plutôt pour les marins. Je vous ai dit, l'état-major aura plus le droit à des vivres fraîches, voire même du pain. Vous avez un four à pain à bord de l'Hermione, à l'époque. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs. Cela va pour vous, messieurs, dames? Alors, bon, les tables et les bancs pour les repas. Alors nous, c'est pareil, hein, les fruits et les légumes frais, ça résiste pas très longtemps. Hein. En général, on a le droit à un fruit par jour, par personne. Parce qu'il faut faire manger beaucoup de monde. Donc là, vous voyez hein, une photo
On va se servir directement au plat et c'est un rôle très important à bord. Hein, c'est là où le messman ou messwoman qui sont en charge de vérifier est-ce que tout le monde ait sa quantité. On a calculé qu'au XVIIIe siècle, la ration quotidienne nécessaire pour abattre les tâches était de... Alors ça varie selon les historiens, mais autour de 3600 kilocalories par jour à brûler. Nous, mesdames, messieurs, enfin messieurs, nous c'est 2200 kilocalories par jour. On les dépasse, ce qui fait que notre croissance se poursuit. Je parle pour moi également. Donc on va bien avoir cela. Et aujourd'hui, à bord, on nous donne de quoi manger, c'est autour des 3600 aussi kilocalories. Parce qu'on se dépense beaucoup. Imaginez, passer de 300 à 80. Ce qui me permet de vous dire justement que si on est passé de 300 à 80, ce n'est pas pour rien. C'est que là déjà, on n'a plus besoin de manœuvrer les canons. Donc déjà, vous enlevez 150 personnes dans l'équipage. Ça laisse 150 personnes après pour manœuvrer le navire. Donc par différents dispositifs, le commandant Cariou que vous voyez ici, puisque c'est lui qui a rédigé avec d'autres le manuel de fonctionnement de l'Hermione aujourd'hui, et notamment le manuel des gabiers, a pu dire qu'il fallait 70 personnes en dédoublant les rôles pour manœuvrer le navire sur la manœuvre la plus complexe et qui demande le plus de personnes, c'est un virement vent devant. Ce que je vous disais tout à l'heure, changer les 17 voiles pour faire un demi-tour complet avec le navire en se mettant face au vent et en tournant. Donc cette manœuvre-là, en plus, c'est assez dangereuse parce que si vous restez trop longtemps face au vent ou si le vent est trop fort, il y a des chances que votre mâture parte avant vous. Et si vous restez trop longtemps de l'œil du vent, c'est ce qu'on appelle faire chapelle dans la cathédrale. Donc ça, c'est assez dangereux. Donc on fait ça à 70 aujourd'hui. Mais disons que l'Hermione, c'est pas la croisière s'amuse. On est quand même bien occupé. Alors je vous ai dit qu'il n'y avait pas que de la modernité à bord. Vous voyez ici, donc c'est une reproduction du tableau de commande qu'on va trouver à l'arrière. Vous avez des équipements électroniques obligatoires pour la navigation aujourd'hui. Sachez quand même que les affaires maritimes nous ont créé une classe à part pour pouvoir naviguer. Alors, il a fallu faire quelques concessions à la modernité, bien sûr. Certains cordages sont en synthétique, mais c'est à peine 4% en longueur à bord. Et ça concerne surtout les cordages qui retiennent les vergues de 2 tonnes. Ou les amarres, encore. Aujourd'hui, si vous voulez naviguer en haute mer, vous avez un équipement obligatoire. Donc, vous allez avoir des cartes électroniques, vous allez avoir un GPS obligatoire, vous avez un répétiteur qu'on appelle l'AIS qui vous permet de vous identifier. Un sondeur, c'est obligatoire aussi. On n'utilise plus la sonde à plomb comme au XVIIIe siècle, encore que nous avons fait quelques reconstitutions de ce point de vue-là. Vous avez également ici une VHF, un téléphone satellite. Alors, c'est pas le même forfait que vous, messieurs, dames. Je précise. Que là, c'est pas Soch qui vous fait le forfait. C'est un forfait à plusieurs milliers d'euros par mois. Puisqu'effectivement, au milieu de l'océan, si vous voulez téléphoner, vous passez directement par le satellite, pas par les antennes. Hop. Tout cet équipement, on va aussi avoir un anémomètre, feu de navigation, etc. Voilà, juste un petit dessin là-dessus. Alors, pour tout cela, on va aussi avoir une motorisation. Vous allez me dire, quel dommage la motorisation. Surtout vous dire quel casse-tête ça a été de mettre des moteurs dans la réplique d'un navire du XVIIIe siècle. Ça n'a pas été fait pour du tout. D'ailleurs, on a pris une solution qui est le propulseur azimutal. Donc, ce n'est pas une hélice avec une ligne d'arbre qui traverse toute la coque. Ça aurait pu entraîner des vibrations qui auraient pu être mauvaises pour le navire. Ça, ce sont des propulseurs qui équipent les BPC, les bâtiments de projection de force de la Marine nationale, et aussi aujourd'hui certains paquebots.
Ça prend peu de place et ça tourne dans tous les sens, c'est parfait. Je vous rassure, on ne s'est pas amusé à reformer des gabiers et à reconstituer un équipage pour faire du moteur. On est à 80-90% de notre temps à la voile seule, même dans des endroits où on n'aurait pas le droit de le faire. Et bien sûr, je n'irai certainement pas vous dire que l'Hermione s'est retrouvée à la voile seule, à remonter la Loire en dépassant le Bélem. Ça n'est jamais arrivé. Donc on va retrouver tous ces équipements contemporains et naturellement, pour faire tourner tout cela, il faut l'électricité. Cette électricité, elle est assurée par 3 groupes électrogènes principaux, 2 pour les moteurs et 1 pour l'équipement de bord. Cet équipement de bord nous permet aussi d'avoir quelques commodités du 21e siècle. Ah, excusez-moi, c'est pas la bonne image. Mais je vous en profite quand même pour vous montrer un peu la chambre. Donc cette commodité, c'est aussi la lumière, par exemple. Alors on met la lumière rouge quand c'est la nuit, comme sur les bateaux aujourd'hui. Ici, là, je vous montre un espace qui est le plus luxueux du bord. Parce que vous retrouvez ici la grande chambre, là où sont les officiers. Alors aujourd'hui, les officiers ne mangent plus seuls en grande chambre, ils mangent avec nous. On mange tous ensemble. Là, vous remarquerez en plus les bois et les meubles qui ont été faits, les caissons qui ont été faits. Ce sont des reconstitutions. C'est probablement cela, même si on n'a pas de plan de l'époque. Vous avez ici la bannette du commandant aussi, qui a une vue sur mer assez dégagée. Ah oui, la grande chambre, c'est le seul endroit où vous pouvez voir la mer depuis l'intérieur du bateau. Sinon, il faut aller sur les ponts supérieurs. Une belle table en noyer également, noyer sur un bateau. Elle était facile. Mais bon, messieurs, dames, malheureusement, là, vous avez 3 officiers qui sont ici. Il y a peu de chances que quand vous embarquerez, vous y trouviez. Vous allez plutôt aller dans le faux pont, ici. Là, vous avez le tiers bâbord sous vos yeux, qui est pour une fois à peu près propre et en bon état. Alors rassurez-vous, tous les jours, il faut quand même nettoyer son tiers, le navire, etc. On n'échappe pas à la corvée qui consiste à laver le pont, etc., etc. Donc nous, on va dormir. Donc vous avez 4 dortoirs à bord pour l'équipage, 3 pour l'équipage bénévole et 1 pour l'équipage professionnel. En plus des cabines, ici en dortoir, on va être 18 à peu près. Donc vous avez le choix entre la bannette et le hamac. Donc les bannettes, ce sont ces petits lits superposés que vous voyez ici, 80 cm de large par 190 de long. Vous verrez. Au moins vous êtes calé. C'est pas un problème. Et à côté de cela, vous avez les hamacs. Alors oui, on dit encore hamac, alors que logiquement, sur un bateau français au XVIIIe siècle, on devrait dire un branle. Un branle, quelque chose qui bouge de manière régulière. Et surtout, c'est ce qui vous donnera les interjections différentes que sont le branle-bas de propreté ou le branle-bas de combat. Branle-bas de combat, le branle-bas consiste à mettre bas les branles, c'est-à-dire décrocher votre branle, mettre vos affaires à l'intérieur, faire une espèce de baluchon et aller le poser sur le pont supérieur. Donc vous avez le branle-bas de propreté également. Mais ça, du coup, on l'a abandonné. Le hamac, logiquement, je crois que c'est un mot d'origine amérindienne qui est passé par l'espagnol et après repassé par l'anglais. Donc logiquement, je crois même que dans la marine, ils disaient branle encore il y a quelques décennies. Donc branle ou hamac ou bannette. Vous allez me dire, on me pose souvent la question, alors pour dormir, c'est quoi le mieux? J'ai envie de vous dire, c'est choisir entre la peste et le choléra. Alors le hamac, c'est très bien, mais parce que ça bouge en même temps que le navire. Mais vous avez quand même assez peu d'intimité et vos collègues vont régulièrement shooter dans le hamac en se déplaçant pour aller aux toilettes ou récupérer leurs affaires qui sont dans les coffres que vous voyez ici. La bannette, vous avez certes un peu plus d'intimité avec un rideau, mais c'est vrai que quand ça roule, vous avez tendance à vous réveiller et à vous cogner la tête contre le rebord de la bannette. C'est du vécu. Mais bon, c'est quand même assez simple. On va quand même pas se plaindre. Donc, ce qui nous fait bouger, notamment, alors bien sûr, ça c'est éteint. Ce n'est allumé que quand il y a personne dedans. Là, alors, la photo est pas terrible, j'en avais une autre. Ça, ce sont nos sanitaires.
Alors, on n'est pas un navire à passagers, hein, parce qu'on ne remplit pas du tout les critères. Il faudrait qu'on ait une douche pour 4 personnes ou 6 personnes, un toilette pour 4 personnes, 2 mètres de hauteur sous plafond dans le faux pont. Donc on n'est pas un navire à passagers, on a un armement spécial qui est armement en plaisance. Donc nous ne sommes pas des passagers, nous sommes tous membres de l'équipage. Bon, les toilettes, je m'appesantis pas. En fait, hein, vous allez les retrouver pareil dans votre piscine municipale, c'est pas le truc le plus foufou. Mais heureusement, elles sont à l'eau douce, puisqu'on a deux désalinisateurs à bord, hein, à osmose, qui nous permettent de produire 6000 litres par jour. Ça part très vite. Et comme le dit le chef mécanicien, ça tombe pas du ciel. Voilà, donc il faut envoyer du gasoil pour le faire. Donc notre chef mécanicien, hein, c'est un poste assez ingrat à bord, hein, mais hyper important, nous dit bien, hein, rationnez-vous sur l'utilisation de l'eau. On fait la douche du sous-marinier. Voilà, on mouille, on savonne, on rince. Bon, après, on a eu des concours pour reproduire le XVIIIe siècle, savoir qui n'allait pas se laver le plus longtemps. Alors, la personne a tenu 15 jours, mais pas de son fait. On a arrêté le massacre avant. Et c'est quand même, elle s'est aussi lavée à l'eau de mer, comme au XVIIIe siècle. Sachez qu'en plus, hein, le dimanche, vous devez vous présenter peigné, brossé à la messe au XVIIIe siècle. C'est pas qu'une question de coquetterie, c'est aussi pour vérifier que vous n'avez pas de parasites. L'hygiène est très importante à bord. Donc là, c'est pour la partie douche. Ici, dans la Sainte-Barbe, donc là, nous sommes toujours dans le faux pont. Hein. On est à l'arrière du navire. Ce que vous voyez au-dessus, là, cette grande barre, c'est le timon. C'est l'axe sur lequel est fixé le safran et qui va tourner. Hein. Vous voyez cette espèce de rail en bois ici, hein, il va faire toute la pièce. Donc bien sûr, toujours se tenir baissé, si vous voulez pas ramasser un coup de timon. 9 points de suture sur un collègue. Et le pire, c'est qu'on était au mouillage. Ici, donc, c'est infirmerie et salle de repos. 18e siècle, ce n'est pas tout à fait ça. Les racks que vous voyez ici, qui accueillent une belle bibliothèque. Je vous laisse deviner les titres que vous allez y trouver. Il y a beaucoup de Herman Melville, de Patrick O'Brien, beaucoup de romans maritimes. Au XVIIIe siècle, ce sont les gargousses, c'est-à-dire les cartouches de poudre, qui sont assemblées ici, puisque la petite trappe là vous mène directement dans la soute aux poudres. Alors, une des deux soutes aux poudres. L'infirmerie, on embarque un médecin à bord, hein, à bord de l'Hermione, au 18e et au 21e. Alors au 18e, ce n'est pas un médecin, c'est un chirurgien, formé à l'école navale, par exemple, à l'école de chirurgie navale de Rochefort. Avant qu'on ce soit un chirurgien naval, on appelle ça un chirurgien barbier, car il sait manier les objets tranchants. Ça vous donne une idée du genre d'intervention pratiquée à bord des navires comme l'Hermione. Donc notre infirmerie, aujourd'hui, hein, heureusement, on a des moyens un peu plus... On dispose d'anesthésions qui ne sont pas liées à l'alcool, déjà. C'est un bon point. Et jusqu'à présent, je touche du bois. Un morceau ici, voilà. On n'a pas eu d'accident grave à bord. Sinon, je pense que vous en auriez entendu parler et je suis pas sûr qu'on aurait encore notre autorisation de naviguer. On n'a pas eu d'accident grave à bord. Et au XVIIIe siècle même, hein, les accidents ne sont pas si communs que cela. On pourrait imaginer que dans le gros temps, quand vous avez des marins qui montent dans la mâture, vous avez quelques pertes. À bord de l'Hermione, il y a eu 2 marins qui ont été perdus de cette manière-là. 2 marins seulement, en 2 ans. Bon, par contre, il y en a eu 16 qui se sont noyés lorsque la chaloupe s'est renversée. Ça, c'est un autre détail, mais des chutes du gréement, c'est pas si commun que ça, et c'est dans des conditions en général assez dantesques. Donc, il y en a notamment un, Jean Pujol de Noirmoutier, qui a chuté de la Grand-Vergue et qui a atterri sur le pont, enfin qui a rebondi sur le pont avant d'atterrir sur l'eau. Il est mort 3 jours plus tard de ses blessures, ayant eu les 2 cuisses brisées, selon le rapport du chirurgien. Autre point, pensez pas que le marin est une denrée comestible, hein, est un fusible au XVIIIe siècle. Hein. On fait déjà attention à la vie des marins.
il vous faut savoir qu'il y a des bouées à bord de sauvetage. Ce sont des sortes de bouées en liège, hein, comme des grandes planches que vous utilisez pour apprendre à nager ou pour pédaler comme ça derrière. Hein. Ça existe et c'est envoyé. Lorsque le deuxième marin a été perdu en mer, le commandant Latouche a fait faire demi-tour au navire pour aller le récupérer. Bon, il l'a pas récupéré, mais il a quand même passé une bonne demi-heure à chercher un marin qui est tombé dans une eau assez montée puisque devait être de 6 mètres. Donc là, vous commencez presque à mettre en danger la vie des autres pour en récupérer un. Mais pensez bien, hein, les marins, ce ne sont pas des denrées... Enfin, en tout cas, ce ne sont pas des Kleenex au XVIIIe siècle. Et certains savent nager aussi. Ça, c'est aussi un autre mythe qui est la vie dure. Hein. On dit souvent que les marins ne savent pas nager. À l'époque, déjà, vous en avez peut-être un tiers, voire 40% qui savent nager. Donc vous connaissez peut-être, vous savez peut-être pourquoi les marins préfèrent ne pas savoir nager. Parce qu'on part du principe que lorsque vous tombez à l'eau, il y a peu de chances que vous soyez récupéré. Donc pour éviter l'agonie, on se laisse choir et tomber. La vie est dure que celle de marin. Alors ça, ce sont les éléments modernes hein, qui nous permettent d'avoir une vie moins dure à bord de l'Hermione. Donc là, vous avez une vue de la salle des machines. Ce qu'il vous faut imaginer, c'est que l'Hermione du XVIIIe siècle pèse le même poids l'Hermione du XXIe siècle, pèse le même poids que celle du XVIIIe siècle. Donc on a installé les moteurs et les cuves dans les endroits où avant vous aviez les barils et les réserves. On a essayé de respecter l'assiette, l'équilibre du navire. Et ici, vous avez, par exemple, l'un de nos 2 moteurs électriques. Est-ce que ça va pour vous, messieurs, dames ? Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est un petit peu d'embrun et de voir ce qui se passe en navigation. Alors, il y a peut-être un point qui attire votre attention, c'est la couleur. Est-ce que cette couleur vous paraît réglementaire ? Ce jaune et ce bleu vif. Ce sont bien les couleurs, hein. En tout cas, on pense qu'il y a le plus proche des couleurs du bateau d'origine. Alors le bleu étant pour le bleu du roi de France qui est sous le patronage de la Sainte Vierge, avec son manteau bleu. Alors les navigations, là, effectivement, vous voyez qu'on est toute voile dehors. Ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a des moments qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Et encore, ce n'est pas le pire. Et dans tous les cas, il va vous falloir, en tant que gabier et gabière, aller ajuster la voilure en fonction des éléments météo. On estime, pour l'Hermione, qu'il vous faut adapter la voilure dès que le vent va augmenter ou diminuer de 3 nœuds, ce qui vous fait 5-6 km/h. Et dès qu'il va l'orientation du vent va bouger de 3 à 5 degrés. Donc, je vous laisse imaginer les manœuvres qu'il vous faut effectuer à bord. On va laisser toute voile dehors à peu près jusqu'à 25 nœuds. Le Bosco de l'Hermione, Dominique Groisard, m'en est témoin. Lui-même ayant dit, on ne cargue pas des perroquets à en dessous de 25 nœuds. Donc les perroquets étant le dernier étage là-haut. Donc quand il faut aller carguer, quand il faut aller carguer et serrer une voile, c'est-à-dire la replier, là, il vous faut monter. Alors le petit décor d'ailleurs n'était pas prévu, mais voilà. Donc ici, vous êtes sur un hunier. Alors là, il n'y a pas assez de monde pour le replier, il fait 210 mètres carrés. Là, c'est juste un entraînement. Donc là, vous êtes à peu près à une hauteur de 25 mètres. 25 mètres, c'est ça. Donc imaginez que pour la grand voile, il va vous falloir en théorie 20 personnes. 20 personnes pour amasser 272 mètres carrés de voile, pesant 400 kilos sèche. Vous comprenez pourquoi il faut être 20. Donc nécessairement, on a beaucoup de monde sur le pont et on a des conditions parfois difficiles.
effectivement, là, on avait commencé à installer des lignes de vie partout, puisque la gîte du navire, hein, le fait qu'il penche, faisait que la gueule de nos canons était dans l'eau, et que le pont de batterie était rincé littéralement par l'eau, par la mer, par les paquets de mer. Donc à ces moments-là, on commence quand même à mettre des lignes de vie sur le navire pour s'amarrer, pour ne pas chuter ou tomber. Donc je vous l'ai dit, hein, il faut monter également de nuit. Et en fait ici, donc c'est une vue en contre-plongée. Vous avez le plateau, cette espèce de plateau hein, que vous allez retrouver ici, là. Il faut pouvoir l'escalader en dévers. Quand le navire gîte et roule, et l'Hermione roule. Elle tangue peu, d'avant en arrière, mais elle roule très bien. Donc c'est le moment où là, ça va être à la force des bras et des jambes qu'il va falloir se mettre un peu dans le vide et grimper pour atteindre le plateau. Ça, c'est le test pour devenir gabier. Si vous ne pouvez pas franchir le plateau de Hune, malheureusement, vous avez beau être motivé et avoir des connaissances, ça ne sera pas suffisant. Je vois que le temps tourne. Je voulais quand même vous montrer quelques images. Là, je crois que c'est parmi les pires qu'on ait eu quand même. Et que le commandant tient debout tout seul, il n'y a pas de problème. Mais heureusement, ici, on a aussi des temps un peu plus calmes. Hop, ça, on avait déjà vu. Donc, l'organigramme. Et je voulais vous montrer rapidement une vidéo. Alors, il va falloir juste... Hop, voilà, vous montrer un peu à quoi ressemble... Ah, damned. Voilà, une alerte orage à bord de l'Hermione. Alors là, c'est un second commandant. Vous voyez, il y a des orages et en plus vent variable et qui peuvent fraîchir très rapidement. Donc nous on a préparé les huniers parés à carguer. Il faut que vous ayez à les carguer en urgence dans un grain. Effectivement, ça peut swinger. Heureusement, parfois, on va quand même avoir des moments où le temps est un peu plus clément. Donc là, vous voyez deux de mes camarades qui sont sur la vergue en train de serrer une voile. Mais là, c'était au large de la Bretagne. Alors, tout à l'heure, l'orage, c'était au large de l'île Dieu, en Vendée. Donc l'équipage aujourd'hui, pour finir là-dessus, écoutez, vous en avez un aperçu ici, je vous l'ai dit, c'est une poignée de professionnels, une grosse quinzaine. Ici, vous voyez le commandant Cariou, qui est vraiment le premier commandant de l'Hermione. Il a pris le commandement en 2012. Il a vraiment largement contribué à rédiger le manuel de fonctionnement du navire et les manuels d'enseignement, avec notamment d'autres marins professionnels. Donc là, vous allez avoir Dominique Groisard ici, qui est Bosco, un maître d'équipage. Je vous présente un petit peu ces personnes-là, parce qu'ils ont quand même des parcours assez fous. Si je vous parle du commandant Cariou, par exemple, le commandant Cariou, c'est un officier sorti du rang. Il a commencé matelot, a gravi tous les échelons de la Marine nationale pour finir capitaine de frégate. Il était notamment pilote-major au port de Toulon, notamment lui qui a fait sortir le grand Charles, le Charles de Gaulle, de son carénage.
Quand vous avez même moins de 5 mètres de battement pour faire sortir un navire de 260 mètres de long et plus près de 60 mètres de large, ça vous pose un petit peu le personnage. Comme le dit le commandant, il a fait les 4 marines, c'est-à-dire qu'il a commencé à la pêche. Il a fait sa première sortie à une dizaine d'années. Il a fait la plaisance, il avait même encore un bateau. Puis l'Hermione est officiellement armée en plaisance. Et après sa carrière militaire, il a fait le commerce puisqu'il était commandant du Bélem. Du Bélem, il a ramené notamment Dominique, qui a 39 printemps aujourd'hui, et qui a fait d'abord ses armes sur des tonniers sur l'île Dieu, avant de faire 8 ans de Bélem, et maintenant il en est à pas loin de 10 ans d'Hermione. Ici, vous avez notre commandant, un autre commandant, c'est Gueltaz Tyrion, pareil, un officier sorti du rang, et qui a aussi commandé sur le Bélem. D'autres marins professionnels, vous avez Samir Hachoum qui est maître charpentier, qui a travaillé sur Telenmore, la reconstruction de petites unités. Anthony Pavy que vous avez ici, qui est lui à 34 ans et qui a déjà navigué sur le Stendart, donc le voilier russe dont je vous parlais, le Göteborg qui est une autre réplique de la taille de l'Hermione, et qui est marin professionnel à bord de l'Hermione également. Ils sont jeunes pour avoir une telle carrière. Les non-professionnels que vous allez plutôt retrouver ici, dont votre serviteur, viennent de tout horizon. Par exemple, ici, vous avez Victor Movila, qui est cuisinier et qui vient de Moldavie. Ici, vous avez Ewen, qui travaillait avant à Chronopost et qui aujourd'hui est... Ah, excusez-moi. Alors, Dominique, c'est celui qui est là en bas, là. Bon, on va faire un peu comme ça. Celui qui est tout en bas, Victor, donc c'est lui le cuisinier d'origine moldave. Ewen qui travaillait à Chronopost et qui est marin pro aujourd'hui. Au-dessus, c'est Étienne qui est pharmacien. Bon, à côté, c'est Guifred, je préfère ne pas en parler, il est philosophe. Aujourd'hui, vous avez également Pascal, qui était directeur d'établissement culturel. Guy Boule, navré, il y a beaucoup de surnoms, qui était le plus jeune marin pêcheur de Bourse-Franc. Vianney Blé, marin professionnel, notamment sur les navires de l'Ifremer. Vous avez Rosen, qui est infirmière. Simon, qui est maître voilier. Marine, qui va être ingénieur éolien. Antoine, je ne me souviens plus ce qu'il fait. Adrien, qui est animateur. Ah, il y a aussi derrière Nicolas, qui est chargé de communication. Et encore derrière, c'est Marjo, qui, elle, fait des baptêmes de plongée, qui plonge en combinaison sèche dans les eaux glaciales, qui est cordiste également. Donc, en fait, pourquoi est-ce que... Alors, si j'ai oublié Dany et... mince. L'autre Canadienne, comment elle s'appelle ? Gabi. Gabi et Dany. Gabi, elle est dans la médiation culturelle et Dany dans des études de sciences québécoises, enfin une québécoise et une acadienne. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous fais par le menu tous ces parcours? C'est parce que c'est vraiment incroyable de retrouver des parcours aussi différents au sein d'une même aventure. Le commandant Cariou dit bien que c'est une véritable école de vie. Et moi, les 80 personnes de l'équipage, j'aurais mis une vie à les rencontrer. Littéralement. Et tout ce petit monde doit travailler ensemble. À bord du navire, vous ne faites rien tout seul. Les 18 personnes qui vont faire partie de votre tiers, qu'ils soient à tribord, milieu ou bâbord, tribord c'est mieux quand même. Ça va un peu, pour reprendre la pièce Henri VI de Shakespeare, ce sera mon frère ou ma sœur. À 40 mètres de haut, je ne vais pas me poser la question. C'est la personne qui m'aidera ou la personne que je devrais aider. Alors, je vous dis que c'est 80 à bord. En fait, je vais être honnête, il y a eu 550 personnes de formées jusqu'à maintenant. 550 personnes de formées depuis 2014. Mais toutefois, il est important de renouveler le cheptel, puisque notre dernière navigation remonte à 2021. Quand je vous dis de renouveler le cheptel, c'est pas que certains sont passés par-dessus bord. Je vous rassure tout de suite, c'est que l'Hermione, c'est quand vous êtes gabier et bénévole, c'est très prenant. Vous allez y passer vos week-ends, vos vacances, demander un congé sabbatique, faire une pause,
pour pouvoir aller sur le chantier. Car lorsque vous avez été estampillé gabier, que vous avez votre formation qui se déroule sur une semaine, vous êtes obligé de compléter votre formation en revenant sur le chantier pour entretenir le navire. Comme toute personne qui fait du voilier, vous allez passer beaucoup plus de temps à l'entretenir qu'à jouer avec. Et ça vous permet surtout de vous aguerrir, de connaître les cordages, les emplacements, etc. Et apprendre à travailler en équipe. Et après, vous aurez le droit d'embarquer. Logiquement, c'est à la méritocratie, hein, c'est ceux qui passent le plus de temps sur le chantier qui ont la priorité. Et donc, quand on embarque, si je prends l'exemple du voyage 2019 que vous avez ici, hein, on a compté à peu près 150 gabiers pour réaliser les 3 mois et demi de navigation. Donc, on se relaie en général en escale, hein, on change. Alors, vous partez sur un minimum de 3 semaines en général de navigation et escale, et on va échanger. Mais il y en a notamment un avec une barbe là et un bonnet vert, qui est d'ailleurs guide aujourd'hui, à côté des officiers, Laurent, alias Laurent Barbedouce. Il se fait vraiment appeler comme ça maintenant. Laurent, lui, il a passé 2 mois et demi sur le bateau, non-stop. Alors, il a changé, il n'était pas à tribord tout le temps, par exemple. Hein. Tribord, au-delà de 3 semaines, c'est de la gourmandise. En tout cas, vos cellules cérébrales n'arrivent plus à se régénérer. Donc tout ça pour vous dire, hein, surtout, c'est que c'est un très bel équipage qui aujourd'hui se retrouve un petit peu, on va dire, sans bateau, puisque à l'heure actuelle, nous sommes en réparation à Bayonne. Alors pour être plus exact, à Anglette. Voilà. C'est bizarre de dire qu'on est en réparation chez des Anglois. Mais donc le navire, en fait, hein, j'ai pu participer moi aussi à la dernière navigation en 2021 pour le ramener de Rochefort à Bayonne, hein, qui était la seule forme de radoub, donc le grand bassin capable de nous accueillir pour les réparations, puisque notre navire est atteint d'une champignonite aiguë, quelque chose qui était relativement commun au XVIIIe siècle, enfin commun dans une certaine mesure, puisqu'en général, les navires n'avaient peut-être pas le temps de vivre assez longtemps pour développer ce genre de choses. Et ce champignon s'est développé dans des parties qui, si on devait faire une correspondance avec le corps humain, correspondent au cervical et au lombaire. Donc en fait, hein, lorsque ça a été découvert, on préparait un nouveau voyage. Et notre maître charpentier, notamment Samir, et l'équipe d'Asselin, donc l'équipe qui a construit la coque du navire, ont découvert cela. Et disons que la zone est très très mal située. Donc il faut enlever énormément de bois sain avant de toucher au bois contaminé. Par contre, je vous assure que le bois contaminé, il est bien, hein, puisque vous le prenez à pleine main et ça part en poussière. Littéralement. Au XVIIIe siècle, on appelle ça la pourriture brune ou la pourriture sèche. Ouais, c'est un champignon qui se développe entre 20 et 80% d'humidité. Autant vous dire partout. Mais surtout dans des zones où il n'y a pas de lumière et pas d'aération. Alors là, ici, vu l'entrelac de bois que vous avez, la densité de bois que vous avez ici à l'avant et ici à l'arrière, ce sont des conditions relativement idéales. C'est très difficile à détecter jusqu'à ce que ça se manifeste. Hein, dans les traités du XVIIIe siècle, hein, c'est bien précisé hein, qu'il faut investiguer les pièces de bois avec des taraires. Hein. Vous imaginez comme faire des prélèvements, mais comme dans une meule de fromage, si vous voulez. Vous ne pouvez pas vous amuser à faire ça tous les centimètres. Mais il est précisé que si le charpentier qui vérifie rencontre un problème ou le soupçon d'un problème, la pièce doit être évacuée. Voilà. Donc, savoir comment c'est arrivé là, bah, ça va être difficile. On sait que d'autres bateaux en sont atteints. On n'est pas les seuls. Et qu'à l'heure actuelle, logiquement, il n'y avait que l'arrière de toucher au départ. On avait investigué que l'arrière. Vu qu'on avait été immobilisé durant quelques temps, on a vérifié. Donc, l'avant aussi. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il vous manque cette partie-là de l'Hermione. Ah, excusez-moi, messieurs, dames. Il vous manque la guibre, la pièce là que vous avez au bout. Hein. Vous comptez... Bon, on va se déplacer, ça va être plus simple.
J'espère que vous entendrez. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc en fait, ça va être toute cette partie-là qui à l'heure actuelle manque et vraiment le fond de cette partie-là. En théorie, si on a les fonds, on retrouve la mer l'an prochain. On n'a pas les fonds. Pour l'instant. On a débloqué, on réussit à couvrir la première tranche de travaux à l'arrière qui est à hauteur de 3,5 millions. Plus d'autres implantations, bien sûr. Et il nous reste 6 millions à trouver pour l'avant. Pour l'instant, le chantier ne s'est pas arrêté. Et il ne faut surtout pas que le chantier s'arrête. S'il s'arrête, on n'est pas sûr qu'il reparte. Donc ce serait quand même dommage, plus que dommage, de voir le chantier s'arrêter. Et surtout sur une chose, c'est que ce bateau a été construit par une association. On fait en sorte encore aujourd'hui de le rendre le plus accessible possible, qu'il soit le plus accessible possible au public. Vous faites encore des visites là à l'heure actuelle de l'Hermione en fond de forme. Vous pouvez admirer la grandeur de sa coque, l'ampleur des réparations. C'est un navire qui a été fait avec le public, pour le public et par le public. Ça c'est très important et l'association y tient. Et pour qu'elle y tienne, il faut par contre, on retrouve de l'argent pour le faire. Et surtout, c'est quand même, alors c'est Olivier de Kersauzon qui a dit ça à propos de l'Hermione. C'est une folie dont seuls les Français sont capables. Elle ne sert à rien, mais c'est terriblement français. C'est terriblement français et surtout, imaginez bien que ce bateau a été construit, c'était un pied de nez littéralement, hein, pour rappeler la puissance maritime de la France et le passé maritime de la France. Là, on nous rappelle un peu plus ces derniers temps que la France possède le 2e domaine maritime mondial. C'est vrai. On a souvent été 2e, mais aussi 1er dans la course aux mers face aux Espagnols, Hollandais, Britanniques. Et avec un grand passé maritime. Et c'est vrai que vraiment, l'Hermione, ça a été... c'est un projet qui a un pied de nez à la phrase d'Éric Tabarly qui disait « Pour les Français, la mer, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils sont à la plage. » C'est un beau pied de nez, en tout cas, parce qu'on a déjà couvert l'équivalent d'un tour du monde. Et donc l'idée pour nous, ce serait qu'elle reprenne la mer et le plus vite possible. Parce que nous aussi, on vieillit, mine de rien. Donc si on veut pouvoir naviguer à bord, il va falloir quand même s'activer. Et surtout, on a surtout toujours l'envie de partager cette aventure avec le plus grand nombre. Et en cela, je vous remercie pour votre invitation. C'est toujours un plaisir en tout cas. Et merci beaucoup pour votre attention et d'avoir supporté mes facéties durant ce temps.